Alors Guillaume, vous l'avez peut-être vu récemment à la une d'un magazine national qui disait le français qui défie YouTube. Alors vous voyez, hier c'était vraiment la journée GAFA et puis aujourd'hui c'est un petit peu anti-GAFA. On a eu Eric Léandri ce matin. Anti-GAFA, j'exagère peut-être. Guillaume a eu une belle carrière justement d'ingénieur chez YouTube et à la fin de l'année dernière, il a créé une organisation qui s'appelle Algo Transparency qui travaille justement et qui dénonce l'algorithme notamment de YouTube et puis d'autres géants de la tech et le péril démocratique que ça peut engendrer. Et il a eu beaucoup de presse, hein, le Guardian, énormément de médias qui se sont intéressés à ton histoire et je pense que tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Voilà, donc il y a eu aussi Wall Street Journal, New York Times m'a cité. Donc voilà, il y a énormément d'intérêt là-dedans parce que à cause des fake news et donc déjà je vais parler un peu de YouTube. Qu'est-ce que c'est? C'est 1 milliard d'heures de vues par jour. Et ces vues, elles viennent d'où? Elles viennent de recommandations. Donc c'est les vidéos sur la droite de la vidéo que vous regardez, qui vont être calculées algorithmiquement et qui vont vous emmener dans une direction. Qu'est-ce que YouTube gagne à peu près pour votre watch time? Avec la publicité, il gagne à peu près 1 centime d'euro par heure. Donc c'est très très faible. Et du coup, il faut qu'il y ait énormément d'heures de vue pour arriver à faire quelque chose de profitable. Donc comment est-ce qu'ils y arrivent? Avec une intelligence artificielle qui est à la pointe et qui a pour seul objectif de vraiment vous faire passer le plus de temps sur la plateforme. Donc YouTube parle publiquement de cet objectif. Et est-ce que ça ne peut pas avoir des problèmes de faire ça? Alors, moi j'ai vu des problèmes à l'intérieur de YouTube, mais je ne voulais pas dire des trucs qui étaient privés. Donc j'ai créé un algorithme de reverse engineering pour essayer de comprendre où est-ce que l'algorithme essayait de vous emmener. Donc pour faire ça, j'ai fait un robot qui commence par une recherche, qui suit les recommandations et qui voit où est-ce que l'algorithme vous emmène. Et du coup, j'ai fait un site web avec ça. Donc par exemple, si on se demande si la Terre est plate ou ronde, on voit que beaucoup de fois, l'algorithme va vous emmener sur des vidéos de Terre plate. Alors pourquoi? Parce que les gens qui regardent des vidéos de Terre plate vont passer plus de temps que des gens qui regardent des vidéos de Terre ronde. Donc la Terre plate, c'est complètement absurde quand on y pense. Et il y a quand même des milliers de personnes qui ont été convaincues que la Terre est plate à cause de ce bug informatique. Le réchauffement climatique, ça c'est un sujet qui a plus d'enjeux que la Terre plate parce qu'il y a des enjeux politiques derrière. Et là, on voit aussi que les vidéos qui disent que le réchauffement climatique est un hoax, toutes ces théories du complot marchent extrêmement bien sur YouTube et donc vont être recommandées beaucoup plus que la vérité. Sur les attentats, les mass shootings, à chaque fois qu'il y a un attentat, il va y avoir les gens vont se dépêcher de faire des théories du complot dans tous les sens parce que ça marche extrêmement bien. Donc les youtubeurs essayent de gagner un maximum de vues comme ça. Parfois elles sont enlevées de YouTube après un certain temps, mais elles sont vues quand même parfois des millions de fois. Il y a une théorie du complot qui a été vue 27 millions de fois qui disait que Obama était né au Kenya et qui a été enlevée seulement après 27 millions de fois. Sur les vaccins, pareil, ça a des conséquences réelles. De dire que les vaccins causent l'autisme. Il y a eu cette idée folle qui est partie il y a 10 ans, même il y a 20 ans, et qui depuis buzz parce qu'elle est recommandée par des algorithmes qui ne s'intéressent pas au médical. Alors, il y a aussi un autre problème que les fausses informations, qui est le problème des vidéos clivantes. C'est-à-dire que des vidéos qui disent A explose B, C pulvérise D, marche extrêmement bien pour attirer notre attention et nous faire rester. Et donc si vous allez sur Algo Transparency sur des sujets politiques, vous verrez ce genre de vidéos. J'ai pas voulu en mettre parce que tout de suite c'est assez répugnant. Mais voilà, ça c'est un autre gros problème. Un troisième gros problème pour la démocratie sur YouTube, c'est qu'en fait on s'attendait que YouTube ça donne une voix à tout le monde et que des petits youtubeurs puissent faire des millions de vues. Mais au final, on voit que le réseau
d'information qui a le plus de vues, c'est Russia Today. Et les chaînes d'État du Qatar et de la Chine sont aussi extrêmement recommandées. Ce week-end, il y a la chaîne de la Chine qui a fait de la désinformation sur la Coupe du Monde en France. Donc, en fait, ces trois problèmes se combinent. Donc, désinformation, clivante et État. Donc la vidéo, en fait, elle combinait les trois. C'était une vidéo sur la Coupe du Monde qui disait qu'il y avait eu 2 morts dans les violences policières, alors qu'en fait, il y a eu 2 morts, mais ce n'était pas dans les violences policières. Donc du coup, elle avait tout. Elle avait clivante, chaîne étatique et désinformation. Il y a des gens qui sont extrêmement inquiets par ça, par ces possibilités de propagande et de mauvaises informations, comme François Chollet à Google, qui dit que c'est extrêmement triste de voir que des ingénieurs pensent à la technologie mais ne pensent pas aux conséquences que ça a. Donc là, dans ce tweet, il parle de Facebook en fait, mais selon moi, ça s'applique aussi à Google. Et on voit que c'est extrêmement dur de penser aux conséquences de ce qu'on fait quand on fait de la tech parfois. Donc voilà, en fait, les dangers pour la démocratie de YouTube, mais aussi de l'algorithme de Facebook, qui maximise le temps de vue, donc qui marche un peu pareil, c'est que les intelligences artificielles sont faites pour augmenter de 1 centime à essayer d'aller à 2 centimes. Donc c'est pas du tout votre intérêt qu'elle met en priorité, c'est vraiment l'addiction, et ça a des coûts comme la désinformation, les contenus clivants, et le fait que les gros pays, ils arrivent à faire du reverse engineering de l'algo. Ils ont des grosses structures, donc ils peuvent vraiment comprendre ce qui marche. Et c'est du coup beaucoup plus facile pour eux d'être recommandés par l'algorithme que pour une petite chaîne. Et donc un énorme problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce que les intelligences artificielles recommandent. Et donc il faut plus de transparence à la fois avec des outils comme le mien, mais potentiellement avec de la législation ou des nouvelles startups. Voilà. Merci beaucoup. Assez toi. Alors Guillaume, tu dénonces cet algorithme de YouTube. Est-ce qu'on pourrait imaginer un algorithme YouTube qui nous pousse quand même à rester un minimum sur la plateforme, parce que c'est quand même le but de YouTube, on y reviendra, et qui soit bon, tout simplement? Exactement, c'est ça qui est délicat. C'est ce que j'avais proposé à Google, ce que j'essayais de faire, c'était des algos qui vous faisaient découvrir d'autres choses. Donc l'idée, c'est que si vous arrivez à découvrir plus de choses, du coup, vous allez rester plus longtemps. Mais ça, à chaque fois qu'on les implémente, c'est assez difficile pour le watch time parce que simplement vous poussez down the rabbit hole pour des théories complotistes. C'est tellement efficace que c'est dur à battre. Alors, si on élargit un petit peu le propos hors de YouTube, il y a quelqu'un un PDG français qu'on connaît très bien à la West Web Valley, qui s'appelle Patrick Lelay, qui avait eu le malheur de parler de temps de cerveau humain disponible, alors il ne l'a pas dit en plus, mais que ce que TF1 vendait à Coca-Cola, c'était du temps de cerveau humain disponible. Est-ce que tu penses que plus que jamais, on est dans une économie du temps de cerveau humain disponible? C'est encore pire qu'avant, mais sauf qu'avant, au moins ce temps de cerveau humain, il était vendu par des humains. Donc il y avait encore de l'humanité dedans, alors que là, c'est des algorithmes qui prennent les décisions. Donc du coup, parfois, ça devient extrêmement inhumain, comme avec les vidéos pour enfants. Je ne sais pas si vous avez suivi. En fait, il y avait eu des millions de vidéos pour enfants, des millions de vues sur des vidéos pour enfants, avec des caractères qui se faisaient découper en morceaux, simplement parce que c'était bon pour le watch time. D'accord, gros sujet. Si on élargit un petit peu ça, il y a d'autres réseaux, il y a Facebook, il y a Instagram, etc. On parle, et il y a beaucoup d'autres ingénieurs de la Silicon Valley qui ont dénoncé ça, ce qu'on appelle le persuasive design, un design de toutes les applications pour nous pousser à toujours être de plus en plus stimulés à rester sur ces applications. Est-ce qu'aujourd'hui on a atteint le paroxysme de cela? Est-ce qu'on peut en revenir et imaginer des applications plus éthiques? Voilà, donc moi je bosse avec Tristan Harris au Center for Human Technology à San Francisco, et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on se dit, on pousse les gens, on pousse l'addiction jusqu'à la limite de l'être humain, et maintenant à la fois en termes de
de contenu inhumain qui est proposé et en termes d'addiction de temps perdu, on arrive à nos limites. Donc il faut une prise de conscience, et cette prise de conscience permettra de développer de nouveaux outils qui sont beaucoup plus safe pour nous. Et on a vu par exemple le PDG d'Apple, Tim Cook, qui a du coup mis en place des outils pour monitorer son temps d'utilisation du téléphone portable, et qui a tweeté « Oui, ça marche, je l'ai utilisé, j'utilise moins mon téléphone, c'est super ». Et donc c'est à ça qu'on arrive. Alors, les États, notamment, on pense à l'Europe, se veulent quand même garants de la démocratie, ont un rôle, on peut imaginer, de régulateur là-dedans. Est-ce que la RGPD, notamment, peut être un élément qui permettrait d'éviter ce genre de dérive démocratique que tu dénonces? Alors, ce qui est génial dans la RGPD, c'est l'interopérabilité des données. Donc, du coup, vous pouvez télécharger vos données. Et du coup, en théorie, ce serait possible de recréer des services, de reprendre les données et de créer des services plus éthiques. Et donc, je connais des startups qui bossent là-dedans. Alors, je prends la question de Klaxoon. Tu es ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte. Tu le vis bien, tu n'as pas besoin de t'isoler dans une ambassade ou tu n'es pas menacé de mort? Non, mais il y a aussi le fait que je n'ai pas donné de données confidentielles et ce n'était pas contre le gouvernement américain non plus. C'est vrai. Il y a, alors je pense cette autre question, l'évolution de l'algorithme de YouTube depuis 2 ans est-elle responsable de l'incohérence des recommandations et tendances? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de modes qui se propagent sur les réseaux, notamment chez les plus jeunes. Est-ce que ça contribue? Est-ce que c'est poussé par YouTube, ce genre de mode éphémère? On peut penser à Pokémon Go, Hand Spinner, ce genre de choses. Oui, donc on voit des vidéos genre Pokémon Go qui va être vraiment. Il y a des tonnes de youtubeurs qui font des vidéos où ils jouent à des jeux. Donc en fait, c'est une espèce d'écosystème entre les algorithmes qui recommandent ces vidéos et du coup qui vont pousser des startups et des jeux comme ça qui vont devenir viraux parce qu'ils sont viraux sur YouTube. D'abord comme Minecraft aussi par exemple. D'accord, je vais finir sur la dernière question qui est de te dire tout simplement bravo pour ce que tu fais parce que c'est extraordinaire. Guillaume est là toute la soirée, vous pouvez en discuter plus en profondeur avec lui et il se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup Guillaume. Merci.